Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de physique de Terminal S qui porte sur les transferts d'énergie entre systèmes macroscopiques. Au menu de ce cours, nous verrons dans un premier temps la différence entre un système macroscopique et un système microscopique. Nous parlerons donc d'énergie d'un système, de transfert thermique et nous finirons par réaliser des bilans énergétiques. Alors, voici un système macroscopique. Il s'agit d'un gaz contenu dans une enceinte. Vous voyez qu'il est constitué d'un grand nombre de particules et que l'on ne peut pas s'intéresser à chacune de ces particules. On va donc s'intéresser à ce système de façon globale. Et en fait, à travers donc, des grandeurs comme la température, le volume ou la pression de ce système. Pour compter le nombre de particules d'un système macroscopique, nous allons faire des gros paquets de particules, et des paquets que vous connaissez déjà et que l'on appelle des moles. Alors, exemple, dans un verre d'eau de 18 grammes, nous avons exactement une mole de molécules d'eau. Dans un système microscopique, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de particules, et dans ce cas-là, on va pouvoir s'intéresser à chacune de ces particules, et notamment, par exemple, à leur vitesse dans l'enceinte. Alors, voyons maintenant ce qu'est l'énergie d'un système. Pour nous, jusqu'à maintenant, l'énergie d'un système était constituée uniquement de son énergie mécanique, c'est-à-dire son énergie cinétique qui est liée à sa vitesse, plus ses énergies potentielles de pesanteur ou élastique suivant le système. Alors tout ça, ce sont des grandeurs qui sont macroscopiques, qui décrivent le système de façon globale. Prenons maintenant le même système, mais plus chaud. Donc, admettons que le premier système soit à 300 degrés Kelvin, le deuxième à 500 degrés Kelvin. Ils sont exactement dans les mêmes conditions, même position, même vitesse. Donc, leur énergie mécanique sera la même. Mais vous voyez bien que si on touche le système à 500 degrés Kelvin, on va se brûler. Il a donc plus d'énergie, il nous manque donc quelque chose dans notre expression de l'énergie totale. C'est ce que l'on va appeler l'énergie interne du système. Alors, à quoi est due l'énergie interne d'un système? Elle est due au mouvement des particules dans ce système. Vous voyez que dans le système chaud, les particules vont beaucoup plus vite que dans le système froid. Elles ont donc plus d'énergie. Donc l'énergie interne du système chaud sera plus importante que l'énergie interne du système froid. Alors cette énergie interne, on la note U, et on a donc l'expression pour l'énergie totale du système comme étant la somme de l'énergie mécanique et de l'énergie interne du système. L'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique et des énergies potentielles au niveau macroscopique, et l'énergie interne, en fait, c'est la somme des énergies cinétiques et des énergies potentielles au niveau microscopique, c'est-à-dire pour chacune des particules. Alors, prenons un verre d'eau à une température de 300 Kelvin. Il aura donc une énergie interne que l'on va noter U1. On va chauffer ce verre d'eau, on va donc lui apporter de l'énergie. Il va donc passer à une température de 350 Kelvin et son énergie interne va augmenter et on va la noter U2. L'énergie interne d'un système ne peut être ni mesurée ni calculée. Par contre, on peut calculer la variation d'énergie interne d'un système. En effet, cette variation d'énergie interne, elle est proportionnelle à la variation de température. Et le coefficient de proportionnalité est ce qu'on appelle la capacité thermique, c'est-à-dire la capacité du système à stocker de l'énergie. L'énergie interne est en joules, comme toutes les énergies. La variation de température est en Kelvin. La capacité thermique sera donc en joules par Kelvin. Cette relation n'est valable que pour un système à volume constant sans changement d'état. Si ce n'est pas le cas, les calculs deviennent plus compliqués. Calculons maintenant la variation d'énergie interne pour 180 g d'eau. Donc notre expression ΔU est égale à CO delta T. CO, la capacité thermique de l'eau, va bien sûr dépendre de la masse d'eau présente dans le verre. On va donc utiliser ce que l'on appelle la capacité thermique massique de l'eau, c'est-à-dire la capacité thermique de l'eau ramenée à 1 kg d'eau. Notre expression va être donc légèrement modifiée. À la place de grand C, on va mettre M petit c, C étant la capacité thermique massique.
L'expression de la variation d'énergie interne devient donc ΔU est égal à m petit c ΔT. On remplace maintenant par les valeurs. La masse est donnée en kilogrammes, 190-3, fois la capacité thermique massique de l'eau, fois la différence de température, 50. On obtient donc une valeur pour la variation d'énergie interne de 3,8 puissance 4 joules, soit 38 kilojoules. Pour savoir si la valeur de cette énergie est importante ou non, nous allons la comparer à l'énergie potentielle de pesanteur qu'aurait ce verre d'eau. Eh bien, si l'on calcule l'altitude à laquelle il faudrait élever le verre d'eau pour avoir exactement la même variation d'énergie, eh bien, on obtient une altitude de 21 km. Donc, vous voyez que cette énergie interne est loin d'être négligeable. Voyons maintenant la variation d'énergie totale d'un système et comment apporter de l'énergie à ce système. Alors nous allons voir uniquement le cas des systèmes fermés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange de matière entre le système et l'extérieur. En effet, si je rajoute de l'eau dans mon verre, bien sûr que l'énergie va varier. Quelles sont donc les possibilités pour apporter de l'énergie à notre système fermé? Bien, première possibilité, c'est par l'intermédiaire d'une force. En appliquant une force à notre système, comme ceci, ou bien en exerçant une force directement sur le liquide à l'intérieur de notre verre. Donc, première possibilité pour apporter de l'énergie au système, c'est par l'intermédiaire d'une force, et c'est ce qu'on appelle le travail. Deuxième possibilité, c'est tout simplement en chauffant notre système. On apporte là donc de l'énergie par transfert thermique. Donc pour apporter de l'énergie à notre système, cela va se faire soit par l'intermédiaire d'une force, c'est le travail, soit par transfert thermique, ou bien les deux. Par convention, si le système gagne de l'énergie, les transferts d'énergie seront notés positivement, et si le système perd de l'énergie, les transferts d'énergie seront notés négativement. Voyons maintenant les modes de transfert thermique. Alors il en existe 3 qui sont résumés sur ce schéma. Premier mode de transfert, la conduction qui se fait par contact direct. En effet, la personne qui tient le manche métallique risque de se brûler. La conduction est due au fait que les constituants du matériau conducteur vont communiquer à leurs voisins leur agitation thermique, tout en restant globalement à la même place. Ce mode de transfert se fait donc sans transport de matière. Deuxième mode de transfert, le rayonnement, qui se fait par l'intermédiaire d'une onde électromagnétique. En effet, vous ressentez bien lorsque vous mettez au soleil le transfert d'énergie dû au rayonnement solaire. Dernier mode de transfert, la convection, qui se fait par l'intermédiaire d'un mouvement de matière. Alors en effet, c'est ce que l'on observe dans une casserole d'eau qui chauffe. L'eau chaude va monter à la surface, se refroidir, puis redescendre au fond de la casserole, se réchauffer de nouveau et remonter à la surface. Ce mode de transfert se fait donc par transport de matière. Voyons maintenant la vitesse de transfert thermique. Alors pour cela, nous prenons une pièce qui est chauffée et un extérieur qui est plus froid. Nous allons donc avoir un transfert thermique de la pièce vers l'extérieur. En effet, les transferts thermiques vont toujours du point le plus chaud vers le point le plus froid. Prenons maintenant un chronomètre et comptons la quantité d'énergie transférée pendant un certain temps. Le rapport entre la quantité d'énergie transférée et le temps est ce que l'on appelle le flux et que l'on note phi majuscule. Alors, la quantité d'énergie est en joules, le temps est en secondes et le flux thermique sera donné en watts. Il est donc homogène à une puissance. Voilà donc comment quantifier la vitesse de transfert thermique en parlant de flux. Voyons maintenant de quoi peut dépendre ce flux thermique. Alors prenons deux milieux, un milieu chaud à une température TA, un milieu froid à une température TB qui est séparé par une paroi plane. Donc le flux thermique va se faire du côté chaud vers le côté froid. Alors de quoi va dépendre ce flux? Dans un premier temps, il va dépendre de la différence de température entre chaque côté de la paroi.
En effet, si la différence de température est importante, eh bien le flux sera plus important. Et dans ce cas-là, en fait, il sera proportionnel à la différence de température. Il va dépendre aussi de la surface de la paroi. En effet, si vous avez une surface importante, eh bien le flux sera plus important. Et dans ce cas-là, il sera donc proportionnel à la surface de la paroi. Il peut dépendre aussi de l'épaisseur de la paroi. Cette fois, lorsque vous avez un mur épais, eh bien le flux sera moins important. Et donc dans ce cas-là, le flux sera inversement proportionnel à l'épaisseur de la paroi. Il va dépendre aussi du matériau qui constitue la paroi. On va donc avoir un coefficient qui va apparaître et que l'on appelle la conductivité thermique du matériau. Voici donc de quoi va dépendre le flux thermique. Il dépend donc du matériau, de la surface de la paroi, de son épaisseur et de la différence de température entre les côtés de la paroi. La conductivité thermique varie beaucoup suivant les matériaux et on va pouvoir les classer en deux catégories. Donc d'un côté les conducteurs avec notamment les métaux comme le cuivre, l'aluminium et le fer, et puis d'un autre côté les isolants dans lesquels on va trouver les laines minérales dont on se sert pour isoler les maisons puisqu'elles ont une conductivité thermique faible. Le flux thermique s'exprime comme ceci, et on peut aussi le voir s'exprimer de cette façon-là en faisant intervenir ce qu'on appelle la résistance thermique. Alors la résistance thermique d'un mur, eh bien, c'est l'épaisseur sur lambda S. Il est intéressant d'utiliser la résistance thermique lorsque l'on a un mur qui est constitué de différentes couches de matériaux différents. Chacun des matériaux aura une résistance différente et la résistance thermique totale du mur eh bien, sera la somme des résistances thermiques pour chacune des couches du mur. Terminons en parlant des unités des différentes grandeurs pour ces expressions. Eh bien, on a vu que le flux thermique était en watts, la surface sera en mètres carrés, la différence de température en Kelvin, l'épaisseur en mètres, et on aura donc une conductivité thermique qui sera en watts par mètre et par Kelvin. La résistance thermique, elle, sera en Kelvin par watt, puisque la différence de température est en Kelvin et le flux thermique en watts. Terminons ce cours en faisant ce que l'on appelle un bilan énergétique. Alors, nous allons faire le bilan énergétique du fluide qui sert à refroidir à l'intérieur d'un frigo. Voyons d'abord comment fonctionne un réfrigérateur. Eh bien, vous avez un fluide qui va se détendre et prendre donc de l'énergie à l'intérieur du réfrigérateur. Et à l'extérieur, vous avez un compresseur qui va recompresser ce fluide. Ce fluide va se refroidir à l'extérieur du réfrigérateur et passer de nouveau par le détendeur, puis revenir à l'intérieur du réfrigérateur. On aura donc formé ainsi un cycle. Voyons donc maintenant avec qui le fluide a échangé de l'énergie. Eh bien, il a échangé de l'énergie avec l'intérieur du frigo, avec le compresseur et avec le milieu extérieur. À l'intérieur du frigo, l'échange d'énergie se fait sous forme de transfert thermique. En effet, le fluide va absorber de l'énergie à l'intérieur du frigo. Le compresseur, lui, va fournir de l'énergie au fluide sous forme de travail, puisqu'il va compresser le fluide, il va exercer des forces sur le fluide. Et à l'extérieur du frigo, le fluide va se refroidir, il va donc fournir de l'énergie au milieu extérieur sous forme de transfert thermique. Quel est donc le bilan énergétique pour ce fluide? Eh bien, la variation d'énergie totale du fluide se résume à la variation d'énergie interne du fluide, vu que le réfrigérateur n'est pas en mouvement. On aura donc un travail positif donné par le compresseur, un échange thermique Q1 positif lui aussi donné par l'intérieur du réfrigérateur et un travail Q2 négatif qui sera donné par l'extérieur. Voici donc le bilan énergétique pour le fluide à l'intérieur du réfrigérateur. Une petite remarque, comme il s'agit d'un cycle, eh bien ce bilan énergétique sera nul. Voilà, ce cours est maintenant terminé. Merci, au revoir et à bientôt.